l'IA a souvent des hallucinations. C'est possible qu'il y ait des informations qui soient fausses, pas précises, et du coup, c'est important vraiment d'avoir l'humain qui soit là au cœur pour checker. Le marketeur, il peut gagner du temps grâce à l'IA. Avant, il prenait 1 à 2 heures pour faire un article. Maintenant, en 30 minutes, tu peux faire un article. Moi, quand je vois des posts LinkedIn, par exemple, dès l'accroche, tu vois direct que ça n'a pas été retravaillé et que ça sort direct de ChatGPT, tu mets pas voir plus, tu lis pas le post en fait. J'ai vu qu'avec 40% d'entreprises qui avaient ce budget-là pour faire appel à des freelances sur tout ce qui est IA, tout va partir en fait des dirigeants. Donc on gagne en productivité, on gagne du temps sur des tâches. Donc si on gagne du temps, on gagne de l'argent. Aujourd'hui, la montée en compétences des gens sur ces sujets devient quasiment obligatoire. Restez curieux, utilisez quotidiennement l'IA parce que c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment une révolution. C'est comme Internet qui est arrivé. Mon slogan, c'est voilà, ne te laisse pas dépasser par l'IA, mais prends le contrôle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi-René Corail, formateur en IA générative et marketing et Top Voice LinkedIn. Rémi accélère la croissance et la productivité de ses clients grâce à la maîtrise des nouvelles technologies. Son objectif, vous permettre de gagner du temps en automatisant vos tâches répétitives et d'optimiser vos performances. Rémi se développe autour de 4 domaines d'expertise principaux. Le content marketing optimisé avec l'IA, les réseaux sociaux boostés aux nouvelles technologies, l'emailing marketing qui convertit et la prospection ciblée. Son slogan phare, ne te laisse pas dépasser par l'IA, prends le contrôle. Hello Rémi. Hello Alexis. Et bienvenue dans The Freeway. Merci. L'IA, depuis quelques années, on n'entend plus que ça. 67% des marketeurs utilisent déjà des outils basés sur l'IA générative, d'après une étude HubSpot de 2024. Révolution pour certains, nouveau problème à régler pour d'autres. La technologie ne semble jamais autant s'être invitée dans le débat public. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire tout un fromage ? Alors, absolument, mais je pense que c'est un peu nuancé. Je pense que on entend 200 cloches. Est-ce que l'IA va nous remplacer ? Est-ce que l'humain aura toujours sa place dedans ? Et je pense que voilà, c'est des idées qui reviennent souvent. Ah, clairement, c'est même des débats de société aujourd'hui. C'est carrément des débats. Et je pense que l'IA, en fait, ça change profondément les méthodes de travail. Et du coup, par exemple, un marketeur, aujourd'hui, il peut gagner du temps grâce à l'IA. Avant, il prenait 1 à 2 heures pour faire un article. Maintenant, en 30 minutes, tu peux faire un article avec l'IA. Il peut carrément progresser. On peut aussi automatiser les tâches qu'on n'aime pas faire au quotidien. Donc, pour moi, c'est une vraie révolution. Mais il faut quand même le nuancer parce que je pense qu'il y a aussi la part d'humain à apporter. Ça ne résout pas tout automatiquement, voilà, ouais. Comme on pourrait le croire, peut-être au niveau de certaines croyances populaires qui pourraient affirmer, par exemple, que l'IA pourrait remplacer l'humain à 100% dès aujourd'hui, par exemple. Non, aujourd'hui, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, en fait, on a encore besoin de l'humain. Pour moi, il a une place prépondérale à tous les niveaux. Surtout que l'IA n'est pas à 100% correcte. Parfois, il peut y avoir des informations fausses. Donc, l'humain plutôt doit être là pour checker, pour garder le contrôle. Et tu parlais justement des articles. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la rédaction d'articles, tu as le contenu pur, mais tu as aussi un aspect référencement. Référencement sur Internet, etc. Et en cela, l'IA est très intéressante parce qu'elle permet d'optimiser aussi ces sujets de référencement, peut-être parfois même mieux que des humains. Même mieux. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'IA, on peut produire une grosse quantité de contenu. Ça, c'est top. Mais est-ce que le contenu va être pertinent ? Je pense que l'IA va prendre tout ce qu'il y a comme contenu dans le net et va le regurgiter au même endroit. Mais il faut quand même que l'humain soit là pour checker pour est-ce que le contenu il est pertinent, est-ce qu'il est cohérent. C'est bien de produire en masse du contenu, mais s'il n'est pas, on va dire, s'il n'est pas pertinent, s'il est pas, voilà, s'il est un peu neutre, générique, voilà, exactement. Ben du coup, même l'utilisateur qui va lire le contenu va dire mais je peux trouver ça partout. Donc il faut que vraiment l'humain apporte sa touche dessus. Je sais qu'il y a des entreprises qui réduisent un peu leur équipe parce qu'ils passent de 5 rédacteurs à 2 rédacteurs. Ils peuvent produire jusqu'à 10 contenus grâce à l'IA par jour. Mais l'humain doit être là pour justement apporter sa patte, sa touche et pouvoir apporter tout ce qui est du contenu qui est original, on va dire. Un point de vue. Ouais, point de vue original. Et toi, pour remettre un petit peu dans le contexte, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais toi, c'est vraiment IA générative et aussi tout l'aspect marketing qu'il y a derrière. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle de SEO et on parle aussi beaucoup de générer des visuels parce qu'on associe des articles souvent à des visuels. Oui. Et en cela, tu développes beaucoup ta pensée, des posts LinkedIn pour aider les gens finalement à bien comprendre cette articulation. Et ton offre, justement, se concrétise via une méthode autour de ces différents sujets. Alors, on peut justement créer des images, on peut créer justement des présentations avec Gamma.
Avec Gamma, justement, on peut générer des présentations en 30 secondes. Ça, c'est pour PowerPoint, notamment Gamma. Alors oui, effectivement, Ouais, c'est pour PowerPoint. On met le sujet, on choisit son template, et en 30 secondes, on a justement la présentation qui est faite avec texte plus image. Sinon, on peut créer des images très facilement avec Midjourney ou Ideogram. Voilà, il y a pas mal d'outils qui sont là, et aussi Napkin. Napkin, c'est incroyable, parce on peut créer des visuels graphiques. Donc, on a le texte, on surligne tout le texte, on appuie sur un éclair, et en quelques secondes, on a le visuel graphique qui est adapté, enfin qui reprend tout le contenu du texte. Du coup, au lieu d'avoir que du texte, on peut intégrer dans son contenu le texte plus un visuel graphique qui va reprendre tous les éléments du texte. Il y avait DALL-E il y a quelques années qui était apparu sur le marché, et ils avaient commencé justement à développer via des prompts justement des images comme ça que tu peux avoir un peu à la volée. C'est un peu dans la même veine que les outils dont tu parles là, où c'était vraiment les prémices peut-être de l'image générée de façon avec l'IA, etc. DALL-E, c'est vraiment les prémices, parce qu'ils se sont fait dépasser OpenAI. Midjourney est arrivé sur le marché, ils ont tout détruit. Et même Flux. Maintenant, après, ce qu'il y a, la bonne méthode, c'est on peut structurer son prompt sur ChatGPT pour après intégrer le prompt sur Midjourney. Parce que souvent, on n'a pas une idée comment. Parce que la manière de faire un prompt sur Midjourney, c'est carrément différent de faire un prompt sur ChatGPT. Comment on pense, je veux un portrait d'une femme avec tel décor, avec telle lumière, avec tel appareil photo. Ça, on n'a pas forcément en tête qu'on n'est pas en fait dans tout ce qui est, si on n'est pas photographe ou si on n'est pas dans tout ce qui est design ou éléments graphiques. Par contre, ChatGPT, on peut structurer justement le prompt. On va lui dire, aide-moi, voici mon prompt de base. Aide-moi justement à créer une meilleure version. Et du coup, on reprend le prompt qui a amélioré ChatGPT. On va l'inclure sur Midjourney. Et là, on a une image qui correspond mieux à nos attentes, en fait. Ah, c'est super intéressant, parce que là, tu introduis l'idée qu'en fonction des outils IA, en fait, tu vas devoir développer une expertise un peu différenciée par rapport au prompt aussi. Tout dépend des outils Voilà, et même sur les outils, par exemple, tu parlais de ChatGPT, mais tu as d'autres technos qui sont aussi très performantes aujourd'hui. Moi, j'utilise beaucoup Perplexity, par exemple, pour la recherche, la structuration d'informations complexes également. Et tu te retrouves aujourd'hui avec un choix qui est énorme de technologies. Il y a DeepSeek aussi, il me semble, récemment, qui a apparu sur le marché. Qui a apparu sur le marché aussi, avec des résultats qui me paraissent très intéressants. Donc c'est vrai que cette capacité à adapter aussi son prompt, sa méthode, et à utiliser au mieux les outils à disposition me semble hyper importante aujourd'hui. Ouais, c'est hyper important en fait. Faut avoir la réflexion en amont. Ok, qu'est-ce que moi je fais comme travail? Ok, quels sont mes processus? Comment je travaille aujourd'hui? Et après, s'orienter pour voir quels sont les outils que je peux utiliser qui vont m'aider à être plus performant, plus productif. Après, on sélectionne ou on fait appel à un expert justement pour nous aider sur ça. Et après, le but, c'est de voir comment l'IA fonctionne, quels sont, sur ChatGPT ou d'autres IA LLM, comment on fait un prompt parfait. Il faut un rôle, il faut le contexte, il faut avoir donné le format, un objectif, des exemples, pour après mieux orienter l'IA pour avoir une réponse pertinente. Donc ça, c'est pour les IA un peu comme ChatGPT. Mais sinon, toutes les autres IA, il faut apprendre comment faire. Sur Midjourney, c'est différent. Il y a Claude aussi qui est très performante comme IA. Ouais, Claude aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que tout ce qui est interface, c'est très convivial. C'est très facile à prendre en main. Il faut juste prendre le temps et pratiquer tous les jours. Ouais, c'est super intéressant. Et comme tu le sais aujourd'hui, il y a des vrais débats autour de l'IA. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en parler dans The Freeway, qui essaye de décrypter un peu le futur du travail. Et tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent l'IA, peut-être pas forcément de la bonne façon malheureusement, et aussi parce que l'IA, comme tu le disais, il n'y a pas de point de vue, c'est un peu générique parfois, etc. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des contenus parfois hyper standardisés. Et donc aujourd'hui, ça c'est un vrai sujet pour ceux qui consomment le contenu. Donc, par exemple, toi tu es présent sur LinkedIn. Et quel conseil tu aurais un petit peu justement pour éviter ces écueils aujourd'hui dans l'utilisation de l'IA? Il faut savoir que l'IA va, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va reprendre toutes les informations qu'il y a sur le net et va te le regurgiter comme ça. Et c'est à toi d'apporter ta touche. Donc, quand tu es expert de domaine, c'est là où justement tu apportes ta touche, parce que c'est bien de produire du contenu en masse, mais je pense que la différence, se fait justement quand justement l'humain, il vient pour apporter sa touche, apporter son originalité, son expertise, pour que le contenu soit authentique. Ouais, ça, la notion d'authenticité, de toute façon, que ça soit dans la vraie vie
ou sur les réseaux sociaux, ça reste la base. Hein. On est d'accord. C'est la base et tout part du point de vue justement de l'expert. C'est là justement qu'on peut faire la différence parce que entre le contenu générique et un contenu qui est expert, ben l'expert, lui, il aura l'expérience. Donc, il pourrait dire, voilà, j'ai fait telle chose, ça m'a amené tel résultat. Il aura son point de vue. Et ce que l'IA ne va pas faire, justement. Exactement. Et récemment, on a eu un cas avec, tu sais, Brad Pitt, cette fameuse vidéo qui a beaucoup tourné, et l'escroquerie sur le web à base de deepfake. Et c'est vrai que c'est un peu le risque aussi des nouvelles technologies, c'est que la crédulité ou la faiblesse peut-être à certains moments de sa vie peut emmener à des cas parfois tragiques, comme ce qui s'est passé avec ce cas, avec le faux Brad Pitt, évidemment. Effectivement, et qu'est-ce que tu penses des outils de détection, justement, de ces deepfakes, etc. Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors, juste avant ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs outils IA qui permettent justement de générer des deepfakes, que ce soit pour tout ce qui est images et vidéos, et même les sons, la voix. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, c'est super réaliste. Je sais que même qu'à l'époque, peut-être il y a 1 ou 2 ans, Cyprien avait fait une vidéo dessus parce que justement, on avait repris son image et sa voix pour promouvoir des produits. Donc lui, ce qu'il a fait, il a pété un plomb. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une vidéo préventive pour montrer justement les dangers par rapport à ça. Parce que justement, ça peut nuire justement à une personne, surtout les personnes qui sont connues. Après, il y a des outils comme Intel Fact Checker, je crois, qui existent. Alors, c'est incroyable parce que l'outil permet justement de... Alors, comment ça fonctionne? Ça va analyser le flux sanguin. C'est incroyable, ça va analyser le flux sanguin. Et en fait, quand notre cœur y bat, donc le sang circule et du coup, notre couleur de peau change. Et donc, l'IA arrive à détecter ce changement de couleur et l'outil est efficace à 96%. Donc, c'est incroyable la technologie derrière. Incroyable. Ah ouais. Donc, effectivement, il y a le sujet des deepfakes, comme on en parlait juste avant. Et comme aussi tu en parlais un petit peu en introduction, Human in the Loop. Donc ça, c'est un concept aussi autour de l'IA, où en fait, il faut savoir que, comme tu le disais, l'IA n'est pas autonome. Que ça soit dans sa conception algorithmique, la puissance de calcul qu'il y a derrière, ou l'utilisation concrète derrière par les humains. Clairement, il y a énormément de présence humaine. Et aussi pour accompagner les modèles IA au quotidien vers plus de performance. Et donc, il y a ce concept d'intégrer l'expertise humaine en plus des algorithmes et de l'IA. Et donc, toi, finalement, dans cette perspective d'automatisation du travail, est-ce que tu penses que cette présence humaine va s'accentuer ou au contraire qu'on va tendre vers une automatisation presque totale dans l'avenir? Alors, pour le moment, on n'est pas là. Pour le moment, il faut avoir toujours justement l'humain qui soit là pour checker, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que l'IA a souvent des hallucinations. Des fois, ça s'est réduit entre 1 à 2%, mais c'est possible qu'il y ait des informations qui soient fausses, pas précises, qui soient biaisées. Et du coup, c'est important d'avoir l'humain qui soit là au cœur pour checker à un moment. Et même, par exemple, un outil comme Make, qui est un outil d'automatisation, donc on peut ajouter l'élément Human in the Loop, qui s'appelle comme ça. Ok. Make, c'est quoi comme outil? C'est un outil pour faire de l'automatisation, pour avoir des séquences d'automatisation. Par exemple, imaginons que je veux créer une newsletter à recevoir par mail. Je vais, imaginons, avoir comme point de départ Google Actualité. Je vais dire, OK, par rapport au sujet, par exemple, sur l'IA, j'aimerais bien avoir tous les sujets d'IA. Je vais dire, OK, mon point de départ va être Google Actualité avec les sujets sur l'IA. Je veux après que ChatGPT puisse faire un template de ma newsletter que je vais recevoir. Ensuite, ça va m'envoyer sur mon Gmail, par exemple. OK. Et là, ça, c'est un truc très simple. Ça, c'est une automatisation qui est très simple. Il y a des automatisations où c'est beaucoup plus compliqué. Où il y a des chaînes, les séquences sont beaucoup plus longues. Et du coup, là, il faut vérifier justement que tout fonctionne. Donc, il faut étirer, il faut faire des tests. Et c'est mieux justement qu'il y ait justement des humains qui vérifient parce qu'on ne sait pas à quel moment l'IA va dire n'importe quoi. Donc, il faut vérifier les informations, vérifier que le contenu il est pertinent, il est correct. Et je pense que l'humain a carrément sa place à différents... Comme un garde-fou, en fait. Comme un garde-fou. Ouais, c'est des verrous, en fait. Des verrous opérationnels. Des repères, c'est mieux. Parce que quand on sait que l'IA, justement, a à 1% à 2% de taux d'hallucination... C'est marrant, ça. D'ailleurs, on n'en parle pas trop de ces sujets, je trouve. On n'en parle pas trop, mais c'est réel. C'est réel. Ouais. Ouais. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, la montée en compétence des gens sur ces sujets devient quasiment obligatoire. Et on parlait du marketing juste avant, parce que c'est vrai que ça prend une place de plus en plus prégnante sur les sujets marketing. Et c'est vrai aussi qu'il y a des études qui ont été faites
notamment par McKinsey et aussi la plateforme Malt, qui montrent par exemple que 43% des tâches marketing requièrent désormais une maîtrise de l'IA. Et plus de 99% des freelance marketing, il y a une augmentation de plus de 89% entre ces personnes qui utilisent l'IA en 2024 versus 2022. Ça, c'est une étude de Malte. Et donc, c'est vrai que la formation continue sur ces sujets, ça devient un enjeu majeur aujourd'hui. Ouais, ça devient un enjeu majeur et je pense que l'IA, en fait, c'est un outil qui est puissant, qu'on peut utiliser au quotidien. Et je pense que les entreprises sont en train de voir ça et elles font appel justement. J'ai lu qu'avec 40% d'entreprises qui avaient ce budget-là pour faire appel à des freelances sur tout ce qui est IA, parce que justement, ça peut les apporter en fait aux équipes. Elles peuvent justement développer leurs compétences par rapport à ça. C'est-à-dire que tu fais intervenir un expert en IA, ok, l'équipe sera là, ils vont voir comment lui fonctionne, ils vont développer leurs compétences et en fait, eux-mêmes, ils vont expérimenter les outils. Ils vont prendre moins de temps que s'ils apprenaient eux-mêmes à faire tout seuls de leur côté. Donc je pense que c'est une vraie plus-value justement d'avoir ces freelances qui sont là, qui utilisent l'IA. Et justement, il faut avoir ce point de vue de formation, accompagner les équipes justement pour se former. Tout va partir en fait des dirigeants, donc il faut que ceux qui sont à la tête justement doivent avoir ce point de vue là justement pour dire ok, on va aller dans cette direction là, on veut vraiment se transformer, on voit l'apport en fait, on gagne en productivité, on gagne du temps sur des tâches, donc si on gagne du temps, on gagne de l'argent. Donc c'est voilà. mathématique. Voilà, c'est mathématique. Donc voilà, il faut se former, il y a plusieurs formateurs maintenant en France sur l'IA, sur différents sujets, et les équipes qui sont faites pour ça, je pense que ça a une vraie plus-value justement quand on n'a pas l'expérience. D'avoir un freelance qui sait ce qu'il fait, qui maîtrise le sujet, qui maîtrise les outils IA pour guider les équipes pour pour gagner en productivité sur plusieurs tâches. Exactement, et tu parles du freelancing, et c'est vrai que c'est très intéressant dans un contexte où tu as des innovations, notamment dans le domaine des technologies, parce que c'est vrai que les freelances, souvent, on se développe sur des expertises de niche. Et l'IA, il y a beaucoup de technos différentes, il y a beaucoup de pratiques, d'outils. Et c'est vrai qu'en intégrant un freelance dans une équipe qui a une expertise de niche, et ben on rebond, comme tu le dis, ça bénéficie aux équipes en interne et ça permet de monter en compétences sans forcément d'ailleurs toujours avoir une formation dédiée, mais rien que le fait d'avoir une expertise vraiment poussée sur un sujet, Carrément, bah les équipes s'imprègnent finalement de l'expertise du freelance. Exactement. Derrière. Exactement. Et puis, ils peuvent justement progresser ensemble et aller plus loin. Parce que après, je pense que quand je regarde quand j'étais marketeur, moi, je prenais pas ce temps justement pour de formation, tout seul en tout cas. Et j'ai vu que c'est une partie intégrante qu'il faut amener justement à l'entreprise, le fait de soit amener les équipes à se former, ou soit justement intégrer un expert qui va montrer comment faire, et que du coup les équipes seront là auprès du freelance et ils vont apprendre aussi, ils vont se développer plus rapidement. Ah bien sûr, totalement en phase. Et par rapport à un freelance ou solopreneur qui voudrait se positionner un peu high ticket, comme on dit, c'est-à-dire un peu premium sur le marché, qu'est-ce que tu recommanderais pour justement capitaliser sur des compétences IA ? Je pense que le freelance doit travailler sur son sujet, être à fond, devenir expert, parce que proposer un produit high ticket, il faut qu'il y ait une réelle plus-value, il faut que s'il va vers une entreprise, justement que ça ait un vrai impact justement, soit au niveau du temps, soit au niveau de l'argent. Donc faut qu'il se spécialise, faut qu'il devienne très très bon dans ce qu'il fait pour amener justement cette plus-value-là. Je pense qu'après, je connais pas trop d'experts IA qui mettent des produits high ticket vraiment, ou sauf s'ils ont des produits ou services qui sont vraiment personnalisés pour l'entreprise. Donc là, ils peuvent vraiment mettre à profit cela. Mais sinon, moi, je connaissais je connais une personne qui est sur Instagram d'ailleurs. Il a commencé parce que lui était expert en visuel, expert justement en création graphique. Il a commencé à utiliser l'IA, commencé à poster sur Instagram. Il a commencé à avoir beaucoup d'abonnés. Il a commencé à créer des vidéos avec l'IA et justement à mettre tout l'univers avec de luxe, avec justement des décors avec Dior, Chanel. Et il s'est fait repayer comme ça. Et maintenant, lui, il a vraiment... lui, on peut dire qu'il est vraiment high ticket parce que maintenant, ce qu'il fait, c'est de qualité. Je l'ai vu passer lors d'un événement, ça s'appelle ifonly.ai. Il a maintenant 700 000 abonnés, c'est incroyable. Il a vraiment... ça fait boule de neige. Explosé.
Et tout est parti parce qu'il est expert dans le domaine. Et avec l'IA, il s'est carrément développé pour aller plus loin. Il a sûrement compris, justement, comme on en parlait aussi avant, Ouais. que l'IA n'est pas suffisante parce qu'il y a toute une notion de créativité derrière à mettre en œuvre, d'innovation et, comme tu le disais aussi, de personnalisation plus. Ouais. Et quand tu parles de services high ticket, de se positionner de façon premium, en fait, c'est ces valeurs d'abord qu'on regarde. Aussi dans la relation client, d'ailleurs. Effectivement, après ces 3 valeurs-là, comment au quotidien on peut le faire avec l'IA? Déjà avec la créativité. Donc on peut justement utiliser l'IA pour tout ce qui est brainstorming, tout ce qui est suggestion de visuels. Après, pour tout ce qui est innovation, l'IA peut justement nous donner des tendances et nous permet de voir justement des opportunités là où on peut rater. On peut voir des choses. Enfin, l'IA permet de voir des choses qu'on ne voit pas. Et tout ce qui est personnalisation, justement, l'IA permet d'adapter le message par rapport à une cible. Et ça, c'est très fort. Ouais. Et justement, dans cette relation client, parce que quand tu veux te positionner premium, la relation client, ça joue un rôle hyper important, comme tu le sais. Et comment l'IA peut nous aider sur ces sujets? Parce que on pense notamment aux outils de personnalisation massive, les custom GPTs par exemple, pour les campagnes emailing. Qu'est-ce que tu pourrais recommander pour des profils ou des entreprises qui veulent se positionner vraiment sur du high ticket en utilisant ces outils d'automatisation? Je pense qu'ils peuvent utiliser tout ce qui est chatbot avec l'IA, justement, qui va être personnalisé, qui va justement pour prendre en compte justement poser des questions à l'utilisateur et justement l'amener vers, si c'est un produit ou un service. Avec l'IA, c'est possible de le faire. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, comment ça va être configuré, c'est que l'IA va aller chercher en fait, tout le contenu qui est disponible de l'entreprise pour répondre aux questions de l'utilisateur. Et c'est un exemple, en fait. Et même, on peut créer sur ChatGPT des GPT personnalisés, comme tu l'as dit, pour répondre à des questions, par exemple, il y a des GPT sur l'immobilier, GPT pour les RH, GPT pour le marketing, et GPT que tu peux intégrer aussi en fait, au sein de chatbot que tu mets après sur un site pour répondre au mieux aux questions justement de l'utilisateur. Le but, c'est de voir après quel sera l'impact en mettant ça. Donc, c'est pas juste de mettre sur le site, c'est voir justement... Faut piloter. Okay, voilà, piloter les résultats. Voir est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir justement chatbot IA et est-ce qu'il répond aux questions, est-ce qu'il y a des choses justement à améliorer. Donc, il y a tout le travail d'analyse à faire aussi après, pas juste le balancer et le créer, mais voir justement si ça a un réel impact après. Bien sûr, et l'IA, on le rappelle, c'est des modèles aussi qui se basent sur des données existantes. Alors, quand c'est des données réelles, c'est mieux, parce que les modèles permettent d'être beaucoup plus performants. Et ça s'auto-alimente aussi pour s'améliorer. C'est un peu ça le principe. C'est que en se basant sur de la donnée réelle, au fur et à mesure, les modèles, entre guillemets, ils apprennent et ils proposent des solutions de plus en plus fine-tunées, quoi. Ouais. C'est un peu ça le principe. C'est ça le principe, mais il y a le danger avec les données. En fait, il faut faire très attention justement à ne pas fournir tout ce qui est nom, prénom, numéro de téléphone, tout ce qui est données sensibles. Parce que justement, comme ça travaille avec, donc quand on est dans une entreprise, il ne vaut mieux pas utiliser justement... Il faut faire attention, par exemple, on peut utiliser ChatGPT en Enterprise pour justement faire en sorte que le modèle ne travaille pas avec les données, mais toujours mettre justement des données qui sont, on va dire, fausses, pas des vraies données. Ah oui, bien sûr. On peut utiliser peut-être le chat éphémère, par exemple, qui ne va pas travailler avec le modèle, mais faut faire attention avec quel outil on travaille. Ceux qui sont sur Microsoft, encore. Et encore. Et encore, il vaut mieux anonymiser justement les données pour travailler avec l'IA. Parce que comme on sait que justement travailler avec, on peut se retrouver avec des surprises justement d'avoir ces données qui partent de la nature. On ne sait pas, c'est un vrai sujet. Surtout qu'on n'a pas les serveurs qui sont en France, qui sont aux États-Unis. Exactement. Et ça, c'est un sujet de RGPD, au final, c'est la protection des données. Ouais. Et c'est vrai qu'en Europe, en France, et surtout en Europe en général, on fait très attention à ces sujets, peut-être un peu moins qu'aux États-Unis d'ailleurs, où là, ils sont peut-être un peu plus libérés sur la protection des données. Mais nous, c'est vrai que les PME, comme les grosses entreprises, doivent absolument faire attention à ces sujets, quoi. On doit les sensibiliser aussi. Carrément. Parce que derrière, comme tu dis, si on ouvre et qu'on met de la donnée perso des clients sur ChatGPT ou autre, ça peut devenir dangereux pour les entreprises et aussi pour les clients. Oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui créent leur propre IA et que tout reste au même endroit. Il y a des grosses entreprises quand même comme AXA qui ont leur propre IA. Bien sûr.
Et rien ne fuite, tout va rester, ça sera leur propre IA interne. Il y aura des équipes techniques qui vont venir, qui vont créer leur propre IA, qui vont utiliser les modèles. Mais les contenus ne vont pas être divulgués ailleurs. Tout va Bien rester sûr. au sein de l'entreprise. Bah, surtout que les domaines où tu as de l'assurance, comme, Oui, surtout. comme AXA, Ouais. et ben là, c'est de la donnée sensible. Sensible, Parfois, tu as de la donnée de santé aussi. Ouais. Et donc, effectivement, là, sur des sujets comme ça, évidemment qu'il faut encore plus renforcer Ouais, carrément. la sécurité des données. Et toi, tes clients, parce que toi, tu dispenses notamment des formations, tu as une offre de formation, est-ce qu'ils te font des feedbacks réguliers sur justement l'efficacité de la mise en place de ces outils et aussi peut-être parfois certaines limites qui t'invitent à retravailler avec eux ou comment tu travailles ces sujets avec tes clients? Alors déjà, je les forme sur différents types d'outils IA. Ensuite, les retours qu'ils ont, c'est... en fait, ils reviennent vraiment en disant, ah oui, soit ils ont trouvé un outil qui était waouh et qui leur fait gagner du temps. En fait, c'est ça, en fait. Le plus souvent, c'est que, merci Rémi, parce que tu m'as fait gagner du temps. Tu m'as fait gagner 30% de temps sur telle tâche. Et je pense que c'est à ça que servent justement les outils IA. C'est justement d'être là pour nous aider à être plus productifs, à gagner du temps sur des tâches qui sont répétitives, des tâches qu'on n'aime pas faire au quotidien. Et j'ai souvent ça, les retours. Il y a beaucoup de sujets aussi d'acculturation, parce qu'il y a encore des équipes qui ne connaissent pas du tout. Le changement. Ah ouais. Donc là, c'est Accompagner le comment changement. accompagner le changement, voir justement les cas d'usage par rapport au métier. C'est très important. OK, par rapport à secteur marketing, RH ou autre, mais comment l'IA, tu vas pouvoir l'utiliser pour rédiger des documents, pour travailler sur Excel, pour créer des présentations, pour analyser justement tes rapports, plein de choses. Et les limites, c'est que déjà, moi, je les sensibilise souvent par rapport justement au fait que il peut avoir justement, comme j'ai dit, tout ce qui est hallucination. Donc, faire attention à ça. Ah oui, faut verrouiller, comme on dit. Voilà, faut verrouiller. Donc, l'IA te sort du contenu, ok, mais toi, check. Et double check, faut voir si c'est pertinent, si c'est cohérent avec ce que tu veux. Ok, tu sais maintenant comment créer une structure de prompt, mais est-ce que la réponse que tu as, elle est satisfaisante? Sinon, travaille encore avec. Donc, il y a ce travail-là où tu dois travailler tout le temps avec l'IA. Ça doit devenir une habitude, en fait. Une habitude de travailler tout le temps avec. Et pas juste une fois tu travailles une fois et puis après 3 mois tu reviens et puis après tu perds du temps. Et en plus l'outil IA ça change tellement donc tu es perdu en fait si tu n'utilises pas ça en fait de manière quotidienne. Et je pense que les limites aussi c'est que pas forcément souvent les gens pensent que il faut être technique et pas forcément parce que maintenant c'est très facile d'utiliser l'outil IA. Mais il faut quand même ce travail-là régulier. Ah oui. Ce travail régulier pour voir comment fonctionne l'outil, comprendre comment fonctionne l'outil pour être plus performant au quotidien. Et aussi, tu parlais des chaînes d'automatisation liées à l'IA. Et c'est vrai qu'on voit aussi l'intérêt d'écrire des process et des schémas où on voit clairement les étapes. Tu passes d'un système à un autre. Et là, tu mets des étapes de vérification, des verrous. Ouais. Donc ça, on le voit aussi apparaître dans ton discours, un peu cette nécessité de cartographier un peu derrière. Ouais, il faut cartographier. De toute façon, je pense que ce qu'il faut d'abord faire réfléchir en amont. Quel est le process que tu utilises dans l'entreprise actuelle? Ok, à partir de là, on va voir comment on va faire pour automatiser tout ça. Écrire le chemin, ou plutôt utiliser des outils comme Figma pour justement créer justement tout le processus. Comme on fait aussi dans le produit pour les parcours utilisateurs, au même titre. Exactement. Tester, voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, quels sont les points qu'on peut arranger avec l'IA ou pas, en fait, voir tout le processus dans la chaîne. Et mais tout part du process. Est-ce que le process actuel, il est bon? Et voir comment on peut utiliser. L'IA n'est pas forcément obligatoire dans tout ce qui est automatisation, mais ça peut permettre tout ce qui est personnalisation, en fait, par rapport si on crée des templates. Ah oui. Et ouais. Et j'ai un petit passage, comme tu sais, dans mon podcast, qui est la question polémique. Et ça, c'est à tous mes invités que je pose des questions polémiques. Okay. Et donc, effectivement, avec l'IA, je ne pouvais pas y couper de te poser des questions polémiques. Okay. Et j'en ai une plutôt de la part d'un client. Tes outils, là, vraiment, on a l'impression de lire toujours les mêmes contenus. Toujours le même wording inspirant qui n'a plus vraiment de sens à la fin. Comment on va rester original et pertinent vis-à-vis de notre audience si tout le monde écrit la même chose que nous? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une vraie question, ça. C'est vrai. En fait, le danger, c'est justement, comme on l'a dit plus tôt, c'est justement quand on fait le prompt, même juste poser une question à l'IA. Ok, écris-moi un post LinkedIn sur tel sujet. Ok, il va te sortir un contenu générique. C'est là que, sur le cas de ChatGPT, tu dois apprendre déjà comment faire le prompt
entre guillemets, parfait. Donc, lui donner un rôle, mettre des éléments de contexte. En fait, ce qui va changer, c'est que tout ce que tu vas amener comme contexte va orienter, en fait, les réponses de l'IA. Donc, déjà, ça va changer par rapport. Ensuite, toi, tu es expert dans ton domaine. Il y a quelque chose que tu maîtrises. Donc, par rapport à ce qui va sortir, toi, tu vas venir et tu vas justement apporter ta touche. Ça, ce qui va être important, c'est justement apporter sa touche, mettre ses propres mots. Par exemple, les posts LinkedIn, ok, moi j'écris plutôt comme ça, il y a une telle façon d'écrire, d'écriture qui est là. Donc tu vas changer, il va te donner une première version, toi tu arrives et tu mets ta patte, peu importe le contenu, même pour un article de blog, tu auras ton point de vue expert, tu auras tes expériences aussi. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc, ok, l'IA va te ressortir une première version, un premier résultat, mais à toi d'intervenir dessus pour mettre ta patte dessus. Et je pense que ça, c'est hyper important de sensibiliser sur ces sujets. Effectivement. Parce que c'est là que ça se joue. C'est vrai que moi, quand je vois, tu vois, des posts LinkedIn, par exemple, et dès l'accroche, bah, tu vois direct que ça n'a pas été retravaillé et que ça sort direct de ChatGPT, bah, tu mets pas voir plus. Tu lis pas le post, en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et le wording est hyper important parce que on le sent aussi, le wording un peu stéréotypé des IA qui revient toujours. Il y a des moyens de prompter, effectivement, pour qu'on ait moins ces sujets-là. Mais le travail derrière sur les contenus, que ce soit une vidéo, un texte ou autre, bah, il fait tout le travail, en fait. Il fait tout le travail. Et souvent, on voit les posts qui se ressemblent ou bien des posts avec plein d'émojis. C'est insupportable. Ou les mots qui reviennent, crucial, c'est important, où il y a plein de mots que l'IA, comme ChatGPT, aime reprendre. Exactement. Donc, faut repasser dessus et mettre plutôt sa propre touche par rapport à ça. Même si l'idée de base, elle est là, mais après, c'est mieux de retravailler. Et donc, à travers ton discours, on comprend bien que l'enjeu de l'IA, c'est d'allier la technologie avec l'humain. Donc, c'est vraiment cette combinaison, un peu d'ailleurs comme le progrès technique l'a toujours voulu. Depuis le Moyen-Âge, quand on inventait des outils pour perfectionner les moyens de production, bah, aujourd'hui, on a l'IA qui n'a rien à voir en matière de technologie, effectivement. Mais il y a quand même cette nécessité d'intégrer les hommes dans cette démarche globale. Et donc, on a cette nécessité aussi d'avoir des grilles de lecture par rapport aux compétences des experts IA. Et je voulais savoir un petit peu, toi, par rapport à ton regard d'expert justement sur ces sujets, si tu avais des critères un petit peu pour nos clients, pour les aider à choisir un freelance sur ces sujets de l'IA. Ah, bonne question, ça. Bonne question. Je pense que déjà voir quel outil il utilise, quelle est son expérience déjà par rapport à ces outils, par rapport à ce qu'il fait. Je pense qu'il faut voir aussi quels ont été les cas d'usage. Tout part de là. Tout part de là. En fait, les cas métiers. Les cas métiers, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a produit. Peu importe, parce qu'après, il y a différents freelance IA, donc il y a différents secteurs. Voir en fait, est-ce qu'il est sensibilisé aussi par rapport à tout ce qui est protection des données. Oui, bien sûr. Voilà, donc pareil que l'entretien classique, poser des questions pour voir quelle est son expérience par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a déjà produit, c'est quoi les retours qu'il a eu avec les clients précédents, s'il en a eu. Les recos, les recos carrément. Et là, tu touches un point important par rapport aux freelance, c'est que ce soit l'IA d'ailleurs ou d'autres sujets, comme par exemple la production de vidéos sur les réseaux ou quoi, ou tout autre sujet. C'est vrai que les entreprises, les freelances encore plus particulièrement, sont très nichés aujourd'hui. C'est pas juste tu vas faire une vidéo, c'est tu vas faire une vidéo d'expertise pour LinkedIn par exemple. Donc aujourd'hui, on a vraiment des sujets très nichés. Et c'est pareil pour les technologies comme l'IA, où effectivement tu pars des cas métiers, des process. Et ensuite, tu te dis, sur cet aspect-là, j'aurais besoin de cette compétence. Et ça, c'est vrai que l'aspect, comment on sélectionne aussi les bonnes expertises pour nos besoins, ça, c'est hyper critique, en fait. Ouais, c'est hyper critique et il faut savoir, je pense qu'il faut savoir, en fait, où est-ce qu'on va. Je crois qu'il faut d'abord réfléchir en amont. On fait tout par la réflexion qui est en amont, se poser pour dire, OK, j'ai besoin d'une vidéo sur LinkedIn, mais OK, je vais aller avoir un expert qui est très bon dedans. Est-ce qu'il utilise l'IA ou pas à voir. Mais se poser, voir quels sont nos besoins. Et oui, on revient toujours à ça. Quels sont nos besoins nos besoins et aller chercher justement le freelance qui sera le plus approprié pour ça, pour répondre aux besoins. Exactement. Et tu vois, moi, je l'ai beaucoup vu chez mes clients. Il y a aussi un sujet de pairing, un peu d'associés freelance et collaborateurs salariés. Et ça, c'est vrai que avec des expertises comme l'IA et les nouvelles technologies, c'est un sujet qui revient souvent. Parce que comme on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure,
bah, tu as le fait que tu as des personnes très spécialisées, très nichées sur des technos. Et de l'autre côté, tu as des salariés qui peuvent aussi profiter et monter en compétences. Ouais. Donc, il y a un peu cette notion de pairing. Je ne sais pas, toi, si tu le vois chez tes clients ou comment tu t'appréhendes ce sujet un petit peu de ton côté. Alors, je ne vois pas forcément chez mes clients, mais pour avoir vu déjà justement des personnes en freelance venir dans mes précédentes expériences en tant que quand j'étais responsable marketing, par exemple, c'est toujours bien d'avoir justement une personne qui est experte et qui vient parce qu'elle apporte ses compétences. On apprend beaucoup. On ne connaît pas forcément tout. Et personne qui maîtrise son sujet, on grandit beaucoup plus vite, justement. Donc, elle apporte tout ce qui est compétences, tout ce qui est expérience. Et ça permet justement à l'équipe, aux collaborateurs qui sont proches, justement, de monter assez vite, justement. Peu importe sur l'IA ou d'autres compétences. Et je pense que c'est une plus-value d'avoir un freelance. Après par rapport au budget, est-ce que l'entreprise a du budget pour prévoir un freelance en plus pour monter en compétences? Eh oui, ça peut donner un coup de boost à un moment où on maîtrise pas très bien une techno. Si tu ne maîtrises pas très bien le techno, faire appel à un expert, je pense que c'est le mieux. Et justement, toi, tu accompagnes tes clients Ouais. sur ces sujets de formation continue, puisque tu dispenses des formations Oui. qui sont éligibles à l'OPCO, d'ailleurs, il me semble. Oui. C'est ça? Ouais. Et comment ça se passe? C'est quoi les formats un petit peu? C'est quoi les besoins de tes clients? Souvent, les besoins, ben, y a plusieurs cas. Il y a ceux qui ne connaissent pas du tout l'IA, donc ils veulent avoir une vue globale sur c'est quoi l'IA, quels sont les outils qui sont là, Fondamentaux. fondamentaux, et qu'est-ce qu'on peut en fait faire avec l'IA. Il y en a qui sont déjà un peu plus avancés et veulent vraiment voir les cas d'usage. Donc, ok, je veux utiliser ChatGPT, mais quels sont les différents cas d'usage par rapport à mon métier? C'est vrai que c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Et là, excuse-moi, les cas d'usage, est-ce que tu as à la fois des sujets fonctionnels, par exemple RH, finance, etc. Ou est-ce que tu as des cas sectoriels parfois, où parfois on a des besoins sur sa niche ou tout un secteur d'activité? C'est quoi un peu l'articulation par rapport à ces sujets? Ça dépend. Moi, j'ai fait plutôt les sujets marketing et RH. Ok, donc plutôt fonctionnel, marketing, Ouais, RH. plutôt fonctionnel. Ok. Par exemple, marketing, mais comment créer des articles de blog, comment justement créer des visuels, comment créer des campagnes publicitaires avec des outils comme Ad Creative, comment créer des podcasts aussi. Et tout ce qui est RH, mais ça va être euh, comment justement par rapport à une fiche, comment sélectionner le bon profil, comment utiliser l'IA pour analyser justement le CV, pour voir justement qu'est-ce qui peut comment il faut faire ce tri par rapport à toute la liste de CV qu'il y a par rapport aux compétences. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place justement avec différents. Et puis il y a aussi d'autres équipes qui veulent juste voir comment être plus productif. Là, je mets en place plusieurs outils comme Gamma, comme Napkin, comme justement Midjourney pour voir différents outils qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Ok, d'accord, je peux gagner du temps sur ces tâches-là. En plus de ChatGPT, en fait, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Il y a aussi d'autres. Il y a ceux qui sont sur l'écosystème aussi Microsoft. Donc là, j'accompagne justement les dirigeants pour montrer comment utiliser Copilot sur Excel. Ah oui, comment ils ont intégré, c'est vrai que Copilot aujourd'hui dans les outils Microsoft. Comment créer des PowerPoint aussi. Comment utiliser Copilot au sein de son Outlook, justement. Donc après, tout dépend des différents cas d'usage. Qu'est-ce qu'ils utilisent déjà comme techno et comment l'IA peut justement les amener beaucoup plus loin. Il leur fait gagner du temps justement sur des tâches qu'ils font au quotidien. Ah, c'est vrai que c'est un vrai sujet en matière d'accompagnement. Et est-ce que tu recommandes ou tu vois un intérêt de passer des certifications? Parce que je sais que ça se développe un petit peu en ce moment. Notamment, il y a Google, je crois, qui s'est mis à proposer des certifications. Je pense que oui, ça a toujours une plus-value. Je pense que ça permet de montrer justement ton sérieux, ta confiance. Ça permet de voir justement tes compétences. Et puis ça permet aussi de voir, de structurer tes connaissances et voir en fait ce qui se fait aussi sur le marché, quelles sont les tendances sur le marché. Je pense que ouais, c'est toujours une plus-value, c'est toujours un bonus d'avoir sur le CV. Voilà, j'ai fait une certification liée à l'IA. Ça permet de voir par rapport même à la techno. Là, Google, ils ont Gemini, qui est leur IA. Voir comment fonctionne leur IA, comment voir différents cas d'usage justement sur Gemini. Gemini qu'ils ont intégré d'ailleurs à Gmail aussi, un peu à l'image de Outlook, ce que tu disais. Ils étaient intégrés à Gmail. Et eux, ils font vraiment fort parce que cette année, Google, ils sont là, ils sont revenus en force. Ils ne parlaient pas trop, mais là, cette année, ça y est. Là, cette année, ils sont là. Et même pour la vidéo, avec Google VO2 qui est sorti, qui est pour moi, qui bat presque tout le monde. Là, j'ai vu juste les vidéos qui sont un peu sur YouTube, sur LinkedIn. Comparé à Kling ou même Sora, ils ont fait fort.
bien fort. Et qu'est-ce que tu recommandes aux plus jeunes qui aujourd'hui peut-être voient l'IA, sont un peu presque nés avec les nouvelles technologies? Est-ce que tu leur recommandes par exemple de faire des formations d'école d'ingénieur, peut-être pour maîtriser un peu plus les technos, peut-être, ou alors directement aller dans le dur des sujets un peu plus fonctionnels, comme ce que tu évoquais tout à l'heure? C'est quoi un peu ta vision sur ces sujets? C'est marrant parce qu'il y a 2 mois, j'ai été invité par la CCI de mon département justement pour venir avoir mon stand sur l'IA. Et c'était une journée de l'orientation, donc que pour les jeunes, donc des parents qui sont venus avec leurs jeunes ados. Du coup, il y avait ces questions-là. Donc moi, j'essaie de voir justement, je leur posais la question, mais qu'est-ce qui est mis en place pour l'instant, ce qui est mis en place dans les écoles, c'est, ok, il y a des cours sur l'informatique, il commence à y avoir des cours sur le développement, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cours sur l'IA. Donc moi, j'aurais dit, mais si votre enfant est intéressé, déjà, c'est bien qu'ils prennent des cours sur l'informatique, déjà. C'est la base. Tout repose là-dessus, en fait. L'informatique, et aussi, s'il y a des cours qui sont dispensés par, je sais pas, des établissements sur le développement, d'y aller. Bien sûr. J'ai un pied à l'étrier. Et il y a plein de vidéos tutos sur YouTube. Et voilà, ils peuvent vraiment se régaler parce qu'il y a sur différents sujets, il y a différentes technologies. Après, jusqu'à l'université, ils commencent à faire justement des masters sur l'IA. Donc ça commence à être petit à petit intégré. Mais pour les jeunes ados et lycéens, déjà que s'intéresser à l'informatique, voir ce qui se fait déjà, commence à voir justement l'IA qui est intégrée à notre smartphone. Donc, on va voir comment utiliser. On a plein d'applications maintenant sur ChatGPT, Mistral, Gemini. Commencer à utiliser, voir un peu les réponses et voilà, s'intéresser, être curieux et puis commencer à utiliser au fur et à mesure parce que c'est eux qui seront là demain. Exactement, la Gen Z. C'est eux qui seront là demain, mais même eux, ils ont besoin d'apprendre et de se former. Bien sûr. Ouais. Bah écoute, c'était super intéressant. On a beaucoup... j'ai appris aussi plein de choses pendant cet épisode. Et j'aimerais te proposer un mot de la fin sur un sujet qui te tient à cœur, que tu aimerais partager par rapport à l'IA ou un autre sujet d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, il est important vraiment de se former sur l'IA. Il faut vraiment rester compétitif. On ne peut pas se laisser distancer. Mon slogan, c'est voilà, ne te laisse pas dépasser par l'IA, mais prends le contrôle. Vraiment rester compétitif, rester curieux. Utiliser quotidiennement l'IA parce que c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment une révolution. C'est comme Internet qui est arrivé. Et je pense que ça va être une plus-value même sur le CV de savoir utiliser l'IA. Il y a beaucoup de boîtes qui vont avancer. Je pense qu'il y a des jeunes, justement, on parlait de jeunes qui vont arriver et qui vont tout bousculer parce qu'eux seront maîtrisés l'IA et ils vont créer des startups et ils vont carrément tout exploser. Donc, je pense qu'il faut se former, il faut rester à l'affût, il faut faire attention quand même aux limites, il faut quand même faire attention aux données qu'on met justement dans l'IA, faire attention à tout ça. Mais pour moi, l'IA c'est l'avenir, donc il faut rester focus dessus et il faut se former. Il faut se former, et comme tu le dis, il y a un juste milieu à avoir entre la régulation, parce qu'il en faut quand même de la régulation, faire attention aux données, etc., et l'innovation. Et c'est peut-être ça, c'est un très beau mot de la fin, et je te remercie pour ça. Je pense qu'on doit être juste et avoir cette vision un petit peu d'équilibre, ne pas sombrer dans le on va à fond dans une techno et on se pose pas de questions, mais peut-être pas non plus réguler à outrance et arriver à freiner à outrance l'innovation aussi. Ce qui va être dur, c'est l'équilibre. Mais il ne faut pas avoir peur d'être remplacé. Il faut justement savoir être là pour voir l'IA comme un outil avec qui on va être par exemple un marketeur augmenté. On va le CMO augmented. Le CMO augmented, voilà. On va devenir meilleur avec l'IA, on va devenir plus créatif, mais l'humain quand même doit rester à la base, je pense. Bien sûr. Écoutez, merci pour votre attention. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à commenter cette vidéo. Et Rémi, comme moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi Alexis. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!